L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 10e, chapitre 10, suite. Il est encore un point sur lequel les éducations particulières l'emportent sur l'éducation commune. Et l'exemple de la médecine nous fera bien comprendre ceci. En général, quand on a la fièvre, la diète et le repos sont un excellent remède. Mais il peut y avoir tel tempérament auquel ce remède ne convient pas. De même qu'un lutteur n'oppose pas les mêmes coups et le même jeu à tous ses adversaires. De même aussi, quand l'éducation est particulière, le soin qui s'applique alors spécialement à chaque individu semble avoir quelque chose de plus achevé, puisque chaque enfant reçoit personnellement le genre de soin qui lui convient davantage. Mais les soins les meilleurs, même dans un cas individuel, seront toujours ceux que donne ou le médecin ou le gymnaste ou tel autre maître, quand ce maître connaît les règles générales et qu'il sait que telle chose convient à tout le monde ou du moins à tous ceux qui sont dans telle ou telle condition. Car les sciences ne tirent leur nom que du général, de l'universel, et ne s'occupent en effet jamais que de lui. Je ne nie pas d'ailleurs que même en étant fort ignorant, on ne puisse aussi traiter avec succès tel cas particulier, et qu'à l'aide de l'expérience toute seule, on ne réussisse parfaitement. Il suffit d'avoir observé avec exactitude les phénomènes que chaque cas présente. Et c'est ainsi qu'on voit des gens qui sont pour eux-mêmes d'excellents médecins et qui ne pourraient absolument rien contre les souffrances d'un autre. Néanmoins, quand on veut devenir sérieusement habile en pratique et en théorie, il faut aller jusqu'au général, jusqu'à l'universel, et le connaître aussi profondément que possible. Car ainsi qu'on l'a dit, c'est à l'universel que se rapportent toutes les sciences. Quand on veut améliorer les hommes par les soins qu'on leur donne, que ce soit d'ailleurs une multitude ou un petit nombre, il faut d'abord viser à se faire législateur, puisque c'est par les lois que l'humanité devient meilleure. Mais ce n'est pas une œuvre vulgaire que de bien conduire l'être humain, de quelque genre que ce soit, qui est confié à vos soins, et si quelqu'un peut accomplir cette tâche difficile, c'est surtout celui qui possède la science, comme dans la médecine par exemple et dans tous les autres arts, où il faudrait à la fois des soins et de la réflexion. Comme conséquence de ceci, faut-il que nous recherchions comment et à quelle source on pourrait acquérir le talent de législateur ? Dois-je répondre, c'est en faisant ici, comme pour toute autre science, c'est-à-dire en s'adressant aux hommes politiques, puisque ce talent législatif, à ce qu'il semble, est aussi une partie de la politique. Ou bien ne devons-nous pas dire qu'il n'en est pas de la politique comme des autres sciences et des autres espèces d'études ? Dans les autres sciences, ce sont les mêmes personnes qui enseignent les règles pour bien faire et qui les appliquent, témoins les médecins et les peintres. Quant à la politique, ce sont les sophistes qui se vantent de la bien enseigner. Mais pas un d'eux n'en fait, et elle est réservée aux hommes d'État qui semblent s'y livrer par une sorte de puissance naturelle et la traiter par l'expérience bien plutôt que par la réflexion. Ce qui le prouve, c'est qu'on ne voit jamais les hommes d'État ni écrire ni parler de ces sujets, bien que peut-être ils y trouvent plus d'honneur que n'en donnent les harangues devant les tribunaux ou devant le peuple. On ne voit pas non plus que ces personnages fassent des hommes politiques de leurs propres enfants ou de quelques-uns de leurs amis. Il est bien probable pourtant qu'ils n'auraient pas manqué de le faire s'ils le pouvaient, car ils ne sauraient laisser un héritage plus utile aux États qu'ils gouvernent, et ils ne pourraient trouver ni pour eux-mêmes ni pour ceux qui leur sont les plus chers rien de supérieur à ce talent. Je reconnais d'ailleurs que l'expérience est ici d'une grande utilité, car autrement ils ne deviendraient pas des hommes d'État plus habiles à bien gouverner par la longue habitude du gouvernement. Ainsi donc, quand on veut s'instruire dans la science politique, on a besoin, semble-t-il, d'y joindre la pratique à la théorie. Mais les sophistes qui font tant de bruit de leur prétendue science, qui sont fort loin d'enseigner la politique, ils ne savent précisément ni ce qu'elle est, ni ce dont elle s'occupe.
S'il s'en rendait bien compte, il ne l'aurait pas confondu avec la rhétorique, ni surtout ravalé même au-dessous. Il ne pourrait pas croire davantage qu'il soit aisé de faire un bon code de loi en rassemblant toutes celles qui ont le plus de renommée et en faisant un choix des meilleures. On dirait à les entendre que le choix n'est pas lui-même un acte de haute intelligence et que bien juger n'est pas ici le point capital. Tout comme dans la musique. En chaque genre, les gens d'expérience spéciale sont les seuls qui jugent parfaitement les choses et qui comprennent par quels moyens et comment on arrive à les produire, comme ils en savent aussi les combinaisons et les harmonies secrètes. Quant aux gens qui n'ont pas cette expérience personnelle, ils doivent se contenter de ne pas ignorer si l'ouvrage est en gros bon ou mauvais, comme pour la peinture. Mais les lois sont les œuvres et les résultats de la politique. Comment donc, avec le RAID, pourrait-on devenir législateur ou du moins juger quelles sont les meilleures d'entre elles? Ce n'est pas par l'étude des livres qu'on voit les médecins se former, bien que ces livres ne se bornent pas à indiquer seulement les remèdes, mais qu'ils aillent jusqu'à détailler les moyens de guérir et la nature des soins divers qu'il faut donner à chaque malade en particulier, d'après les tempéraments dont on analyse toutes les différences. Les livres d'ailleurs, utiles peut-être quand on a déjà l'expérience, sont d'une inutilité complète pour les ignorants. Les recueils de lois et de constitutions pourraient bien être dans le même cas. Il me semble fort utile quand on est déjà capable de spéculer sur ces matières, de juger ce qui est bien et ce qui est mal, et de discerner les institutions qui pourraient convenir suivant les divers cas. Mais si, sans avoir cette faculté de les bien comprendre, on se met à étudier ces recueils, on sera tout à fait hors d'état de juger sainement des choses, si ce n'est par un hasard exceptionnel, quoique je ne nie pas que cette lecture ne puisse donner assez vite une intelligence plus grande de ces matières. Ainsi donc, nos devanciers ayant laissé inexploré le champ de la législation, il y aura peut-être quelque avantage à l'étudier nous-mêmes et à traiter à fond de la politique, afin de compléter par là, dans la mesure de notre pouvoir, la philosophie des choses humaines. Et d'abord, quand nous trouverons dans nos prédécesseurs quelques détails de ce vaste sujet heureusement traité, nous ne manquerons pas de l'adopter en le citant. Et ensuite, nous verrons, d'après les constitutions que nous avons recueillies, quels sont les principes qui sauvent ou qui perdent les États en général, et en particulier chaque État particulier. Nous rechercherons les causes qui font que quelques-uns sont bien gouvernés et que les autres le sont mal. Car lorsque nous aurons achevé ces études, nous verrons d'un coup d'œil plus complet et plus sûr quel est l'État par excellence et quelles sont pour chaque espèce de gouvernement la constitution, les lois et les mœurs spéciales qu'il doit avoir pour être en son genre le meilleur possible. Entrons donc en matière.